Fidèles téléspectateurs de Kinactu Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Débat de la semaine. Comme nous avons l'habitude de débattre sur certains sujets de la semaine, mais ces débats-là ne se font pas dans une situation de débat. Nous avons l'invité de la semaine qui justement parle de différents sujets qui ont fait le débat au courant de la semaine, des sujets qui ont marqué l'actualité de notre pays, la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, j'ai aujourd'hui dans ce plateau Monsieur Magloire Mouchanga. Il est président du parti politique dynamique pour l'émergence du Congo, à qui je salue et je souhaite le bienvenu dans nos installations. Merci beaucoup et bonjour, bon week-end à tous nos téléspectateurs. Alors, fidèles téléspectateurs de Kinactu Télévision, bien avant que nous puissions commencer, nous allons devoir faire d'abord cette lecture, ce qui a réellement marqué l'actualité, et c'est avec cet élément. Cette semaine, la République démocratique du Congo a connu plusieurs développements marquants sur le plan sécuritaire, social et éducatif. Le prolongement d'un an de la mission de la MONUSCO a été décidé après une demande du gouvernement congolais. Ce prolongement intervient alors que la mission reçoit un nouveau mandat pour soutenir le FARDC dans la lutte contre le terroriste du M23 soutenu par le Rwanda. Selon Omar Abdou, chef des bureaux de la MONUSCO Nord Kivu, cette décision vise à renforcer la sécurité dans les zones de conflit. En matière de sécurité intérieure, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Tchabani, a lancé une opération de marquage des armes. Cette initiative concerne tant les armes lourdes que légères, avec pour objectif de protéger la population civile et de permettre au gouvernement de recenser les armes détenues par les forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise, ainsi que les civils. La journée mondiale de l'aide humanitaire, célébrée le lundi 19 août dernier, a mis en lumière la crise humanitaire en République démocratique du Congo. Bruno Le Marquis, coordonnateur des affaires humanitaires des Nations Unies en RDC, a dénoncé le manque d'attention mondiale accordée à cette crise. Il a souligné les récentes attaques rebelles dans les provinces d'Elituri et du Nord Kivu et a critiqué l'indifférence internationale face à la situation. Sur le plan judiciaire, un conflit a éclaté entre le magistrat et le ministre de la Justice qui a opposé une réforme comprenant la bancarisation du secteur judiciaire et l'interdiction de toucher au fonds de justice. Cette proposition a vivement été contestée par le magistrat, conduisant à une situation de tension. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, a appelé à privilégier les dialogues pour résoudre ces différends. Enfin, la rentrée scolaire 2024-2025 approche avec une date fixée au 2 septembre prochain. La ministre de l'Éducation nationale, Raïssa Malou, a interdit le paiement de certains frais avant le début de cours. Cependant, des écoles continuent à demander ces frais. Et certains parents rencontrent des difficultés financières aggravées par le retard de salaire. Cette situation pourrait entraîner une rentrée scolaire moins dynamique que prévu. De retour dans ce plateau, nous allons commencer à faire le décryptage un à un de nos différents sujets d'actualité.
Messieurs Magloire Mouchanga, avant de commencer, justement, nous voulons d'abord, les téléspectateurs qui nous suivent voudraient d'abord savoir qui est Monsieur Magloire Mouchanga. Magloire Mouchanga, c'est un citoyen congolais, un nationaliste et aussi un citoyen soucieux du développement, de l'émergence de notre pays. Je suis président du parti politique, président et initiateur du parti politique Dynamique pour l'émergence du Congo. C'est un parti que nous avons lancé depuis 2021 et que nous poursuivons avec son idéologie, avec ses objectifs, avec son projet de société. Nous poursuivons dans la sensibilisation de la population sur le développement, sur le nationalisme et sur la grande citoyenneté. Alors, le parti soutient le président de la République, et pourquoi? Bon, nous soutenons le président de la République parce que il a une très grande charge avec lui et que diriger un pays comme le Congo n'est pas une tâche facile. Et il a besoin du soutien surtout de nous qui sommes les jeunes, qui sommes dynamiques. Il a besoin de notre soutien pour qu'il puisse bien accomplir son devoir. Alors, merci beaucoup. Nous allons justement commencer avec nos différents sujets. L'actualité a été marquée notamment par l'évolution de la situation sécuritaire. Aujourd'hui, nous savons que la République démocratique du Congo et le Rwanda est encore revenu en ce qui concerne le dialogue. Et le rendez-vous a encore été pris pour le chef-lieu, disons, de la capitale de l'Angola, le Luanda, où les ministres des Affaires étrangères de la RDC, la ministre plutôt, et le ministre de la coopération internationale du Rwanda. Comment vous vous projetez au fait cette situation? On parle toujours de... Est-ce qu'on doit toujours aller du dialogue au dialogue avec tout en sachant déjà que le Rwanda va certainement d'une manière ou d'une autre nous fausser compagnie? Oui, ce n'est pas pour rien qu'il y a une table autour de laquelle les parties sont assises pour discuter. C'est vrai que le Rwanda n'y va pas céder, mais il n'a pas raison, il a tort de ne pas céder. La République démocratique du Congo est en train de crier justice, est en train d'alerter le monde, la communauté internationale sur l'injustice face à cette situation. Parce que je crois que si les Rwandais continuent à se comporter en tant que tel, c'est parce que jusque-là, il n'a pas encore subi une forte pression. La vraie justice n'a pas encore agi jusque-là. Et nous restons derrière nos autorités, derrière le chef de l'État, derrière toutes les démarches que nos autorités sont en train d'entreprendre pour apporter la paix dans cette partie du pays. Et je crois que c'est une démarche qui implique la conscience de tous les Congolais. Je crois aussi que les jeunes, la jeunesse est derrière toutes les initiatives qui sont prises par le chef de l'État, par notre gouvernement, face au Rwanda. Et quant aux négociations, bien sûr, c'est un processus qui a déjà été lancé. Il faudrait que ces processus aboutissent. La RDC ne veut pas être celle sur qui on va jeter le discrédit, disant qu'elle n'est pas respectueuse des accords. Voilà pourquoi le processus qui a été lancé doit aller jusqu'au bout. Il faudrait que tout le monde comprenne que c'est le Rwanda qui est le vrai problème. Mais entre-temps, ça nous aboutit presque à rien. C'est un peu comme si nous rentrons à la case du départ. Et quand même, la population s'en plaint, les politiques aussi. Certains courants politiques pensent même qu'il faudrait simplement arrêter avec des accords et des accords parce que d'une manière ou d'une autre, la RDC cède, alors que c'est la RDC qui est dans tous ses droits. Non, la RDC n'a rien cédé jusque-là. La RDC n'a rien cédé et la RDC refuse de céder. Parce qu'il s'est toujours joué à un petit jeu où on provoque la souveraineté congolaise, on la provoque
et après, il revient à la RDC de faire des concessions. Et cette fois-ci, le chef de l'État a battu le poing sur la table, disant qu'il ne fera aucune négociation. Il ne cédera aucune concession quant à ces. Et voilà pourquoi la procédure est en train ne fait que s'élargir. Nous espérons, avec l'expertise, la bonne foi du président médiateur, du président facilitateur, et avec la bonne foi de notre président de la République, nous espérons que ces processus puissent aboutir afin d'offrir aux Congolais la paix qu'elle mérite. C'est un peu ça. Je crois que moi, j'en appelle à la conscience de cette population qui se plaint. La guerre, c'est une autre chose. Parce que tout le monde dit, non, il faudrait lancer la guerre. Nous sommes déjà en guerre. Nous sommes déjà en guerre, il y a des armes, il y a des coups de feu, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont mutilés, il y a des gens qui sont égorgés. C'est déjà ça la guerre. C'est déjà ça la guerre. Nous devons être derrière la pensée, derrière les démarches qui sont déjà entreprises et voyons où est-ce que ça va nous amener, tout en priant pour notre pays et en étant vigilants, en ne cédant pas aux pressions, en ne cédant pas à la malice de l'ennemi. Parce que même dans notre pays, vous savez, nous avons un seul problème. La plupart de ces politiciens qui crient, qui critiquent ces processus, ce sont ces mêmes politiciens qui ont eu la chance de gérer ce pays et qui n'ont pas réussi à offrir au peuple congolais cette paix qu'on est en train de réclamer. Ce sont des politiciens qui ont eu la chance de gérer ce pays et qui n'ont pas offert à la population sa quiétude sociale. Alors aujourd'hui, rien ne nous étonne si on apprend qu'un politicien qui a eu à gérer le pays crie aujourd'hui qu'il n'y a pas la paix, le pays n'est pas bien géré, tout. Ça ne nous étonne pas, ce sont des guerres politiques. Mais la réalité reste là et ne bouge pas. Le pays a été trahi pendant de longues années par des Congolais et aussi par ses collaborateurs, ses voisins. Et ce n'est pas une petite démarche. Offrir la paix dans un pays qui a été manipulé pendant de longues années par des étrangers, ce n'est pas une mince affaire. C'est une démarche qui implique, qui exige, qui demande la conscience de toute la population. Je crois que nous devons nous réveiller, nous devons voir, nous devons nous tous regarder sur la même direction, soutenir les démarches que le gouvernement est en train d'entreprendre et aussi s'élever contre ses ennemis du pays. Merci beaucoup. On passe d'une actualité à une autre, justement, oui, pour parler cette fois-ci du lancement des opérations de marquage des armes. Ce lancement a été fait, bien évidemment, par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Des opérations lancées dans la province de l'Alaba. Pensez-vous que cette décision soit efficace au regard de tout ce que la RDC a su connaître? On parle des armes, c'est vrai que les armes ne sont pas à n'importe quel citoyen, ne sont pas entre les mains de n'importe quel citoyen, mais quand même, la possession d'armes a déjà existé depuis presque l'histoire de notre pays. Et cela, aujourd'hui, le gouvernement congolais ou la République décide à ce que nous puissions notamment identifier toutes ces armes. Pensez-vous que cette décision soit efficace ou à quoi est-ce que cela pourrait nous amener? Bon, je pense que d'abord j'encourage la démarche du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui a procédé ainsi. Le port des armes, le port des armes dans notre pays, c'est quelque chose qui est devenu normal, alors que c'est parmi ces choses-là qui facilitent, qui fait à ce que nous vivons dans l'insécurité. Il n'est pas autorisé à une personne, il n'est pas permis à une personne de porter
une arme sans autorisation. Surtout une arme à feu. Qu'est-ce qu'il va faire quoi avec? Et si il la porte, cette personne porte cette arme-là sans autorisation, où est-ce qu'elle a trouvé cette arme? Pourquoi? Pour quelle finalité? C'est ça même le nez du problème. Nous vivons dans l'insécurité parce que tout le monde pense se faire justice, tout le monde veut se créer son petit monde dans la République démocratique du Congo. Tout le monde veut se faire un seigneur de guerre dans la République démocratique du Congo. Et c'est tout le monde qui veut la paix. Il faudrait un peu lever l'équivoque. Il faudrait tirer l'ivraie du blé. C'est-à-dire chercher partout où il y a le mal et le dénoncer afin de rétablir la paix. Je crois que je soutiens cette démarche. Le problème n'est pas de lancer cette démarche. Le problème, c'est de voir si elle sera exécutée. Les résultats, le marquage des armes, oui, est-ce que ça va aboutir? Parce qu'il y a des fonds qui ont été débloqués pour ça, pour faciliter à ce que ça puisse bien se passer. Est-ce qu'elle va aboutir? Le problème, c'est au niveau des suivis. Il faut suivre ça de plus près et avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de sérieux, pour qu'il y ait des résultats. Parce que c'est aussi ça le problème dans notre pays. Nous lançons des activités, nous lançons des chantiers, nous lançons beaucoup de choses, mais il n'y a pas de suivi. Ce sont des choses qui n'aboutissent pas. C'est aussi ça le problème. Merci beaucoup, M. Mouchanga. Et nous allons parler cette fois de ce qu'on peut qualifier de bras de fer qui se fait remarquer depuis cette semaine entre le ministre de la Justice, le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, et les magistrats, à travers leur structure, les syndicats. Aujourd'hui, on voit ce bras de fer aussi vivant et tellement exprimé, tellement affirmé même, des parts et d'autres. Comment vous trouvez en fait cela? Est-ce mal? Est-ce mal? D'abord, comment vous trouvez les démarches entreprises par le ministre de la Justice? Parce qu'avant que nous puissions arriver, parce que c'est au regard de certaines, notamment mesures que le nouveau ministre a dû amener, que cela a créé toutes ces tollés. Bon, je commence par féliciter le camarade Constant Mutamba. C'est quelqu'un avec qui nous avons eu à discuter plusieurs fois. J'aime le zèle qu'il a, les soucis qu'il a à rétablir les choses, à restaurer les choses et à offrir, à la limite de ses prérogatives, à offrir une bonne justice à la RDC. Parce que on dit la justice élève une nation. Au sujet de ce bras de fer qu'il y a entre le ministre et le magistrat, je crois que c'est un problème c'est un malentendu qui peut être résolu sans que cela ne puisse être récupéré par des officines politiques. Qu'est-ce que vous conseillez là-dessus? Mon conseil, bon, je ne donne pas mon conseil, bon, je donne d'abord mon point de vue. Je pense que le ministre a bien procédé et tout ce qu'il veut est que les choses marchent, que nous ayons une justice digne dans ce pays. Il a bien procédé, il a annoncé des réformes et je crois que tous, le magistrat, les politiques et même les militaires, nous faisons partie de la population congolaise. Nous avons vraiment un grand intérêt de soutenir le ministre. Mais d'un autre côté, s'il n'a pas considéré l'aspect notamment où il y a quand même des magistrats qui se disent qu'ils ne sont pas dans des bonnes conditions de travail et que des mesures strictes exigent aussi des bonnes conditions de travail. C'est parmi les réformes. C'est pour ça que j'ai dit au départ qu'il y a eu un malentendu. C'est parmi les soucis du ministre parce que en l'entendre parler, je vois que le monsieur le ministre veut que le magistrat soit respecté. Et le problème qu'il y a, selon mon entendement, c'est de
d'être un peu, le magistrat se sent un peu gêné par la présence du ministre. Les magistrats veulent qu'il y ait cette séparation du pouvoir. Considère le ministre, voit sur le ministre l'aspect politique et qui se limite dans la politique. Alors que nous savons que c'est lui le régulateur, même le ministre de tutelle. Et je crois que toutes les démarches qu'il est en train de faire, il n'y a pas du mal à les soutenir. C'est un malentendu. Moi, je soutiens aussi la démarche qu'il a procédé, les cadres de concertation qu'il a créés entre le magistrat, les conseils de la magistrature et le ministère de la justice. C'est un cadre de concertation qui permet à ce que tous les conflits soient résolus. Au lieu de livrer à la population un spectacle où de personnes, tous appelés à nous offrir une bonne justice, et le magistrat, parce que le magistrat c'est quelqu'un aussi d'honorable, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui fait, qui dit le droit et qui fait son travail pour nous offrir une bonne justice. Et le ministre est politique, lui il est en train de voir comment régulariser ce qui ne marche pas bien. Comment innover avec la réalité du terrain. Parce que c'est bien de dire, le magistrat, oui, il a touché le point sur le frais des amendes, les frais perçus par le magistrat. Que ça passe par un guichet, que ça soit bancarisé. C'est une très bonne démarche. Parce que vous le savez avec moi que le magistrat, il y a pas, oui, je ne dis pas que tous les magistrats sont mauvais, mais vous le savez avec moi que quand vous avez un magistrat qui a construit ses valeurs dans la corruption, je me demande comment est-ce que vous voulez qu'il puisse lutter contre la corruption s'il n'y a pas une certaine pression sur lui. Ce que veut le ministre, c'est de lutter contre la corruption. C'est de lutter contre toutes ces magouilles-là qui se font au niveau de la justice. Parce que c'est là que le problème se pose. Mais est-ce que peut-être l'initiative elle est bonne, mais la forme, la manière à laquelle cela se procède, ne pensez-vous pas que c'est justement ce qui frustre? Parce que là, quand même, il semble que les magistrats l'accusent de pouvoir s'ingérer à des affaires qui peut-être qui n'étaient pas censées... Il est le ministre de tutelle, il est le régulateur. Il est, disons, aujourd'hui le responsable politique de tout ce qui concerne la justice dans notre pays. Le président disait l'autre fois que la justice de la RDC, c'est une justice malade. Il faudrait la soigner. Au grand mot, des grands remèdes, je crois que le ministre est en train d'appuyer sur, de faire écho à des grands remèdes, parce que le problème de la corruption n'est pas un petit problème dans notre pays. Le trafic d'influence, tous ces mots-là qui rongent, qui font à ce que notre justice ne marche pas. C'est ça le combat du ministre. Je crois que nous devons le soutenir là-dessus. Les combats ne doivent pas naître des magistrats. Parce qu'on dit qu'il se sent mauvais, c'est mouche. Il n'y a que celui qui sait qu'il fait qui est dans la magouille, qui va se gêner de la démarche du ministre. En tout cas, je ne trouve pas, à mon sens, je ne trouve pas du mal dans ce que fait le ministre, jusqu'ici. Alors, on va aborder le dernier sujet. C'est relatif notamment à cette débat autour notamment de la somme qui a été proposée. Là, nous parlons justement de la situation sanitaire en République du Congo. Vous le saviez, vous et moi, mais les téléspectateurs le savent, qu'aujourd'hui, on parle de monkeypox, la variole des singes, qui a tellement ravagé, touché toutes les provinces de la République catholique du Congo et même les milieux urbains sont touchés. Et le gouvernement a récemment, tout au début de la semaine que nous avons terminé, qu'il allait financer d'une somme de plus de 40 millions de dollars. Alors, cette somme, oui, qui doit être faite pour... juste, ça risque de constituer comme une sorte d'un goutte d'eau dans tout ce qui doit être, en bref, en soi, tout ce qui doit être fait dans le cadre de la lutte contre cette épidémie. Et cela va encore nous ramener à des aides externes. Comment vous analysez d'abord cette situation sanitaire, le débat?
sur la somme à verser? Est-ce important? Ou il faut seulement tendre la main pour avoir cette aide-là? Ou est-ce que le gouvernement avait bien jugé de commencer déjà par financer personnellement? Comment vous jugez cela? Bon, je salue la démarche du gouvernement qui a songé à commencer à faire le pas. Il ne faudrait pas que nous attendions seulement l'aide qui vient de l'extérieur, parce que l'aide vient quand il y a extrême urgence, quand il y a déjà quand la maladie atteint son apogée, la propagation atteint son apogée. C'est à ce moment-là que l'aide vient. Et quand ça vient dans cette étape-là, ça ne résout pas tous les problèmes. Je crois que comme l'épidémie est encore à son début et qu'elle n'a pas encore touché toute l'étendue de la République, je crois que la démarche que le gouvernement a procédée en déboursant, disons, en promettant de débourser cet argent pour riposter le plus vite afin que la maladie ne puisse pas troubler la quiétude sociale, elle est salutaire, cette décision. Mon problème à moi, c'est au niveau de la gestion de cette somme. Justement, c'est là où nous allons. Est-ce qu'on peut redouter aussi, notamment des révélations de détournements, comme on a dû assister notamment avec le coronavirus? C'est un problème dans notre pays. Les détournements, c'est un problème. Ça commence à devenir génétique. Alors, je ne pense pas qu'il faudrait accorder les bénéfices du doute quant à en ce qui concerne le détournement. J'en appelle vraiment à la conscience de l'équipe du ministère de la Santé et de toute l'équipe des ripostes qui œuvrent contre cette épidémie, de travailler, de songer à la population, de songer à la population et de ne pas détourner cet argent. Parce que aujourd'hui, on peut dire 40 millions dans notre pays, on pense que l'argent ne vaut rien. 40 millions, ce n'est pas une petite somme. C'est beaucoup d'argent. La preuve est que même s'il faut attendre un financement qui vient de l'extérieur, ça ne vient jamais dans cette quantité. C'est toujours 10 millions, 15 millions. Mais quand chez nous on détourne 40 millions, on détourne 60 millions, nous sommes déjà très mal habitués au détournement. On commence à voir que c'est tout à fait normal. Ce sont des très grandes sommes. Et je crois que cette bonne volonté de débourser cet argent, ça ne doit pas être pour enrichir le ministère et ses animateurs, et le médecin et l'équipe de riposte. Ça doit plutôt être pour faire le travail. Ça doit vraiment être bien orienté, de telle sorte que la population soit protégée. C'est le devoir du gouvernement. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Magloire Mouchanga, nous arrivons à la fin. Nous terminons avec cette rubrique. Nous allons citer le nom d'une personnalité. Vous allez juste donner un avis sur cette personnalité-là, rapidement, parce que là, les minutes nous sont comptées. Nous allons commencer par le président de la République, Félix Tshisekedi. Quelle est votre opinion sur Félix Tshisekedi, le président de la République? Va-t-il réussir son deuxième mandat? Bon, c'est un mandat qui est encore au début. Moi, je lui donne encore toutes ses chances. C'est pour ça même que je le soutiens. Je crois que s'il réussit, il ne s'agira pas de sa réussite, de sa seule réussite. Il s'agira de la réussite de la population. Parce que s'il fait bien son travail, la population va retrouver sa substance. Et s'il échoue, ce ne sera pas lui qui va échouer, ce sera la population qui va échouer. Alors je pense qu'il est très courageux, il est très zélé, et c'est quelqu'un aussi il est trop ambitieux, il a beaucoup de pensées beaucoup d'idées pour offrir aux Congolais ce qu'ils attendent, répondre aux aspirations de la population. Et ce n'est que le début de son mandat. Je crois que, comme il a dit lui-même, qu'il va corriger les erreurs du passé, nous lui accordons ce bénéfice du doute. Paul Kagame, parce qu'il s'agit des deux personnalités qu'on peut parler de la situation sécuritaire dans l'Est. Bon, c'est un peu comme un cauchemar. Il faudrait qu'on le dise. Il suffit d'entendre ce nom et qu'on pense directement
à tout ce que les Congolais ont traversé comme difficulté. Parce que c'est celui qui se permet, qui s'est dit, qui prend ces visages-là du monstre, qui effraie la RDC. S'il faut dire quelque chose sur lui, c'est de lui demander, de lui dire qu'il n'est jamais tard pour bien faire les choses. Et il y a toujours un temps pour tout. Je pense qu'il y a des fois que quand il est seul avec sa conscience, il se reproche de beaucoup de choses, de beaucoup de crimes, de beaucoup d'aventures qu'il a eu à faire un peu de du Congo et qui ont coûté la vie de millions de Congolais. Constant Mutamba. C'est un jeune comme moi, je l'encourage dans le cadre du renouvellement de la classe politique. Je profite aussi de cette occasion de féliciter le chef de l'État qui accorde une attention particulière à la jeunesse, qui donne à la jeunesse sans douter, qui donne à la jeunesse des responsabilités et aussi des responsabilités régaliennes. Je l'encourage, j'encourage beaucoup Constant Mutamba. C'est quelqu'un de très zélé aussi. Et aussi, je demande à ce qu'il ne puisse pas faire comme on dit dans notre pays. On commence toujours bien et on finit mal. Merci beaucoup, Monsieur Magloire Mushanga, pour avoir répondu à notre invitation et de venir dans nos installations. C'était un plaisir pour nous de pouvoir vous accueillir dans le cadre de cette émission et vraiment, en tout cas, une bonne suite à vous. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Le prochain rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe